Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc dans le 7e CM de géographie de la population, sur la transition urbaine et dans la troisième et dernière vidéo sur les conséquences et les défis de l'urbanisation. Puisque la croissance des villes, conduit à vraiment à de nouveaux défis dans le domaine de l'urbanisation et on va traiter quelques exemples. Et déjà, on va traiter d'un premier exemple qui est celui de la saturation de l'espace urbain, hein, qui va un peu de soi puisque, la croissance des villes, donc l'augmentation de leur population, conduit, à une augmentation des densités et potentiellement à une saturation de l'espace. C'est-à-dire il y a plus de place disponible, heu et ça, c'est à la fois un défi d'urbanisme et un défi d'aménagement de l'espace et on va regarder pour ça l'exemple, de Yaoundé au Cameroun, à partir de cette photographie. Déjà pour placer le contexte, démographique, la ville de Yaoundé a connu une croissance vraiment, très rapide puisque au moment de l'indépendance en 1960, la ville de Yaoundé comptait 75 000 habitants et qu'en 2015, on est à peu près à 3 millions d'habitants. Donc le nombre d'habitants de la ville a été multiplié par 40, ce qui est une augmentation vraiment très forte et il y a pas de ralentissement qui est prévu, au contraire. En 2030, on estime que la ville pourrait accueillir 5 millions d'habitants. Donc cette augmentation très forte, conduit, forcément à un étalement urbain, à une densification et on va dire à une saturation de l'espace puisque c'est l'idée qu'on veut montrer et sur cette photographie, on voit qu'effectivement il y a eu un étalement, enfin une extension de la ville dans toutes les directions, à l'exception, des pins de sucre en arrière-plan, où les pentes sont trop fortes pour construire et on voit que les constructions sont très denses. Heu, on est dans un cas où l'autoconstruction domine. C'est-à-dire que les particuliers construisent eux-mêmes leurs maisons. Ils n'ont pas les moyens de faire appel à des promoteurs ou à des architectes et donc ça a plusieurs conséquences. Une en partie qui explique cette extrême densité de construction, c'est parce que les propriétaires essaient de ne perdre aucun mètre carré et donc on constate une quasi-absence de jardin. Vous avez quelques arbres, mais on voit peu de jardins. On voit aussi qu'il y a assez peu de hauteur puisque quand, la construction, les particuliers n'amènent pas vraiment à construire des immeubles et il y a une autre conséquence, c'est, que cette autoconstruction, souvent informelle, heu, se fait au profit des des logements d'habitation et donc on constate également une rareté des services et des infrastructures, ce qui fait que ça augmente en fait encore la densité. Les rues, en fait, sont rares et donc puisqu'elles sont rares, elles sont souvent, fortement congestionnées, c'est-à-dire, chargées, voire surchargées. Donc ça, c'est un bon exemple de saturation de l'espace. On va s'intéresser aussi au défi des transports qui est extrêmement important dans les villes. Heu, alors déjà pour faire le point, hein, la croissance des villes, elle peut se traduire de 2 manières. Soit par un étalement urbain, soit par une densification des centres. Or, la verticalisation, c'est-à-dire densifier le centre en faisant des immeubles, c'est coûteux. Donc les villes, elles vont se développer plus fréquemment à l'horizontale. Heu, Sauf que si les villes se développent à l'horizontale, hein, en faisant de l'étalement urbain, les périphéries très éloignées du centre, elles doivent quand même être reliées, parce qu'il faut accéder aux services ou aux emplois. Et ça, c'est un enjeu fort dans toutes les mégapoles, hein, qui sont donc étendues, de relier les différents aspects. Et ça, c'est très difficile pour les aménageurs de créer des infrastructures suffisantes pour absorber la croissance de la population. On connaît, vous connaissez peut-être ces images, par exemple en Inde, Mumbai, ou même, New Delhi, le système ferroviaire date de l'époque coloniale et est totalement saturé, pour relier les périphéries au centre-ville et souvent dans ces mégapoles, les transports en commun sont rarement suffisants et donc la desserte repose essentiellement sur la circulation automobile, ce qui crée des problèmes, de congestion, hein, donc d'embouteillage et de pollution. Vous avez ici un classement, de l'INRIX, qui est une entreprise privée d'analyse de données de localisation, qui, classe les villes les plus embouteillées. Alors il existe d'autres classements, hein, là je vous en ai mis un et vous voyez apparaître, Los Angeles en tête. J'ai regardé, hein, ils estiment que, par an et par conducteur, il y a 102 heures qui sont passées dans les bouchons. Mais selon les classements, vous pouvez avoir, des villes de pays en développement comme Bangalore ou Bogota qui sont, classées plus haut.
Et on voit quand même ressortir les villes américaines, dans le classement, qui sont très embouteillées à cause de leur étalement urbain qui est très important. On va regarder un peu le cas de Houston, aux États-Unis, qui est vraiment l'incarnation de la ville automobile. Vous voyez un peu sur cette, heu, vue aérienne, on n'a pas vraiment un grand centre-ville, hein, on a un petit centre-ville d'affaires, mais on a une population qui est dispersée, sur une enfin, grande surface, dans, des habitats pavillonnaires, hein. Vous voyez un peu l'organisation, rectiligne, par carré, hein, par lotissement, sur toute la surface de la ville et bah, pour connecter les quartiers résidentiels aux services, on a dans cette ville 1 200 kilomètres d'autoroutes urbaines. Donc c'est plus qu'à Los Angeles, hein, pour vous donner une idée, hein. 1 200 kilomètres d'autoroutes urbaines dans la ville. C'est une ville de 2,3 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a 13 autoroutes qui rayonnent autour du centre d'affaires, hein, qui est par là et donc vous avez 13 autoroutes qui rayonnent et 2 rocades, donc qui font, le tour, avec une troisième en construction. Ce qui fait que vous avez des zones, genre autour de la ville, qui ont des échangeurs comme celui-ci et cet éclatement de la structure urbaine, hein, qui est très étendue, ça conduit à la faiblesse de l'utilisation et la desserte en transport en commun. Il y a 4 seulement de la population qui les utilise et c'est les populations les plus défavorisées et ça, par exemple, bah, c'est le plan, du tramway de Houston. Donc 2,3 millions d'habitants, hein, on a dit. Il y a 3 lignes de tram et sinon seulement des bus. Pas de métro, juste 3 lignes de tram. Donc on voit bien la faiblesse de la desserte en transport en commun qui est liée à l'étalement urbain. Les pays émergents et en développement sont aussi vraiment particulièrement sensibles à ce défi parce que c'est des villes, dont on constate qu'elles sont déjà congestionnées, les infrastructures sont déjà insuffisantes, alors que les populations sont encore peu équipées en voitures. À Mumbai, en Inde, il y a déjà des embouteillages très importants alors qu'on compte seulement 36 véhicules pour 1000 habitants. Bon, pour vous donner un ordre de comparaison, Los Angeles, c'est 1 538 voitures pour 1000 habitants. Donc, le potentiel d'équipement, en automobile à Mumbai, en Inde, de manière générale, va faire augmenter les problèmes, et faire peser encore plus de poids sur les questions d'aménagement au niveau des transports. On va, enfin regarder la question des défis liés à la pauvreté urbaine, qui est un défi vraiment social, économique et urbain, puisque, la croissance démographique des villes conduit au développement des bidonvilles, où se concentrent les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc on va regarder, un peu les bidonvilles. Donc un bidonville, c'est un ensemble d'habitations précaires, dans des secteurs non viabilisés, c'est-à-dire qui ne sont pas reliés à l'eau et l'électricité par exemple, et qui sont généralement faits de matériaux de récupération, d'où le nom bidonville, et dont les habitants ne possèdent pas de titre de propriété. C'est donc un habitat informel. Alors souvent, les bidonvilles qui sont initialement réalisés en matériaux de récupération, ils donnent naissance à des quartiers consolidés, parfois qui sont même reconnus par les autorités. Donc, on constate une stabilisation de certains bidonvilles dans le tissu urbain. Et dans les pays en développement, la part de la population dans les bidonvilles, elle peut être vraiment importante. Mexico, par exemple, c'est la ville où il y a le plus d'habitants dans des bidonvilles. On estime que 4 millions d'habitants vivent dans des bidonvilles. C'est un chiffre très important, à Mexico qui s'explique par l'importance de l'exode rural, parce que le secteur agricole mexicain est en difficulté avec l'ouverture à la concurrence et donc ça a amené une population vraiment nombreuse et sans ressources dans la capitale. Donc on a de nombreux bidonvilles, en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Vous avez ici une photographie du bidonville de Kibera à Nairobi, qui serait le plus grand bidonville du continent, avec des estimations qui vont jusqu'à 2 millions de personnes. Et en Asie, là vous avez le bidonville de Dharavi à Mumbai qui a été un peu, enfin rendu visible parce qu'il a été, on le voit dans le film Slumdog Millionnaire, de Danny Boyle. Donc voilà, là c'est juste pour vous donner, bah, une vision de ce qu'est un bidonville, dans un pays en développement, mais les bidonvilles existent aussi dans les pays développés. En France, on estime qu'il y aurait entre 15 et 20 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles.
Ces bidonvilles sont dans des lieux qui sont des friches industrielles, des bâtiments désertés, des terrains en attente de projets, en gros dans les trous, dans les interstices de la ville, comme on le donnait dans la définition, hein, l'accès aux services, fondamentaux comme l'eau, l'assainissement, l'électricité y est, au mieux faible, souvent, inexistante. Il y a une enquête qui a été menée par une association, Trajectoire, sur les conditions de vie dans les bidonvilles, ils ont interrogé 900 personnes, donc 4 bidonvilles et notamment, des populations roms pour, donner un peu, une idée de la situation, 2/3 des habitants des bidonvilles sont installés avec leurs enfants et 30 des enfants n'ont jamais été scolarisés. Heu, Parce qu'ils font face à des difficultés. Par exemple, pour pouvoir scolariser un enfant, il faut prouver sa vaccination les gens qui vivent dans des bidonvilles sont souvent, soumis à des expulsions, souvent répétées, qui peuvent conduire à la perte de papiers. Donc voilà, des situations extrêmement précaires, y compris dans les pays développés. D'autant que l'accès aux bidonvilles, ça a un coût. Les personnes qui s'installent doivent souvent payer un droit d'accès à ceux qui ont découvert le terrain en premier. Donc voilà, ça c'est pour la situation dans les pays développés. Au total, à l'échelle mondiale, on estime que 1 milliard de personnes vivraient dans des bidonvilles, avec une diminution en pourcentage de la population, mais une augmentation en chiffres absolus, avec la forte croissance des villes des pays en développement. Dans une logique de développement économique, les villes essaient de limiter l'habitat informel, souvent en démolisant les bidonvilles, hein, en les détruisant, heu, pour les remplacer par des grands ensembles d'habitats collectifs destinés plutôt aux classes moyennes. Ce qui entraîne, avec cette démolition des bidonvilles, une relégation des populations pauvres en périphérie de la ville, où elles sont éloignées des services et des emplois, avec un objectif, hein, pour, les gouvernements de réduire, la criminalité et puis un effet vitrine. On veut invisibiliser la pauvreté en l'excluant des centres. Ça, c'est un enjeu qui est touristique. Et enfin, on va terminer en regardant un petit peu les enjeux autour des traductions spatiales des inégalités. Puisque la croissance des villes, elle s'accompagne de l'augmentation de la population pauvre, hein, on vient de le voir avec les bidonvilles, mais aussi une population importante, on va parler de classe moyenne, hein, même si c'est vraiment une catégorie, fourre-tout et complètement floue, voire aisée. Et donc les villes, sont des lieux où on voit coexister des quartiers favorisés et défavorisés. Les inégalités sociales se voient spatialement. On va regarder un peu quelques éléments à Sao Paulo, au Brésil, qui est un pays qui est marqué par de fortes inégalités. Et là, vous avez une carte qui montre les inégalités de revenus. C'est par rapport au salaire moyen. Ici, on voit, donc en la part de la population, qui touche, moins, 3 fois moins que le salaire moyen et ici 10 fois plus que le salaire moyen. Donc on voit clairement, apparaître une disparité et la centralité, heu, on va dire, des personnes aisées au centre, puisqu'on a vraiment des quartiers où les revenus sont 10 fois supérieurs aux revenus brésiliens et d'autres où il est 3 fois inférieur. Il y a vraiment des inégalités très, très fortes. Et si on regarde, les favelas, c'est le nom qu'on donne aux bidonvilles à Sao Paulo, heu, je l'ai dit, c'est une ville qui est marquée par les inégalités, c'est aussi la ville brésilienne avec le plus d'habitants dans ces favelas, donc dans ces bidonvilles. Cette carte, elle montre que les favelas constituent une sorte d'anneau intermédiaire entre les quartiers centraux, dont la population est la plus aisée, c'est ce qu'on a vu, et les périphéries qui sont lointaines, qui sont peu peuplées, qui sont très pauvres aussi. Les bidonvilles, comme c'est de l'habitat informel, ils sont, intermédiaires parce qu'ils essaient d'être suffisamment proches du centre pour pouvoir bénéficier, par exemple des emplois, des services, mais ils peuvent pas être dans le centre même puisqu'on a dit, il y a une stratégie aussi d'effet vitrine des centres, où ils sont, expulsés. On voit très bien, sur cette photographie aérienne vraiment la traduction urbaine des inégalités. Ça c'est vous avez au centre, une favela, hein, celle de Paraisópolis, qui est une des plus grandes de Sao Paulo et qui est installée entre, 2 grands ensembles d'immeubles plutôt, à destination des catégories aisées. Ainsi qu'un quartier de maisons individuelles, également aisé c'est situé pas très loin, d'un nouveau quartier d'affaires. Donc on voit, vraiment cette coexistence, des différents modes d'habiter.
Et puis, je vais conclure avec cette image que vous avez peut-être déjà vue, qui est vraiment une image, on va dire célèbre, qui a été prise à Sao Paulo pour souligner les inégalités, heu, qui sont parfois voilà, la coexistence est vraiment parfois très forte et qui souligne vraiment les inégalités. Donc voilà, j'espère que vous voyez, maintenant, ce qu'est la transition urbaine et quels enjeux, elle implique et je vous souhaite, bah, une très bonne semaine et puis portez-vous bien, tous.